Bon, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas réunis. Bon. On va dire c'est une nouvelle formule du staff. Donc ça fait pratiquement l'année dernière, les gens n'étaient pas vraiment très motivés pour assister au staff mensuel habituel, pour plusieurs raisons. Donc on a essayé de trouver une nouvelle formule sous forme de réunion bimestrielle ou trimestrielle. Donc avec chaque fois on choisit un thème. Pour cette année, on a programmé 3 réunions. Cette réunion qui était déjà prévue initialement le 22 janvier, mais malheureusement à cause du couvre-feu a été reportée. Même c'était prévu dans la grande salle, donc il est déjà occupé. Donc il y aura normalement donc, cette séance. La deuxième séance est prévue pour le 8 avril. Et la dernière le 3 juin, juste 3 jours avant Ramadan. Donc le thème de cette séance, ça sera la pathologie vasculaire pulmonaire. Pour le 8 avril, ça sera l'apnée de sommeil. Et pour le 3 juin, ça sera la pathologie pulmonaire pédiatrique. Donc ça, c'est globalement pour ces réunions. Et on verra. Donc s'il y a une réussite, on va continuer. S'il y a toujours des critiques, on essaie d'améliorer ou de trouver une autre formule. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est concernant les 15e journées de la PAX, qui auront lieu le 18, 19 et 20 mars 2016 à l'hôtel Royal Mansour Foumadir. Pour cette année, avant donc l'inscription à travers une agence ou après directement un des membres du bureau, cette année on a voulu commencer à faire une inscription en ligne. Donc pour les gens qui ont reçu l'email de l'Esténera pour le congrès, donc normalement ils ont déjà reçu donc, le lien pour faire l'inscription. Il y a déjà pas mal parmi vous qui ont fait leur inscription. Pour les gens qui n'ont pas eu de mail ou n'ont pas l'habitude de voir leur mail, si vous voulez recevoir le lien, donc juste leur email par SMS. Sinon, le document papier habituel, ils vont le recevoir au cours de cette semaine ou la semaine prochaine. Quoi d'autre? Et qu'est-ce qu'on aura aussi comme manifestation? Donc le 15 avril, ça sera les 2e journées de physiologie respiratoire du Sud. Ça va se passer à la faculté de médecine. Et on aura le bilan préopératoire, l'intérêt de la physiologie respiratoire dans le bilan préopératoire. Et la dernière manifestation, ça sera les 3e journées de tabacologie de Sfax, ça sera le 28 mai. Normalement, ça sera à l'hôtel Sifax. À l'hôtel Sifax, tabagisme féminin, thérapie et tabac. Il y aura déjà des ateliers pratiques, sevrage tabagique chez les bronchopathes chroniques, chez les adolescents. D'accord, donc pour cette première séance, ça va pour Iman Gagouri de Sousa, aussi Riyad Abid, donc radiologue de Farabi. Donc Iman, elle va nous parler des prises en charge des hémoptysies graves. Bad Syria, il va parler de la place de la radiologie interventionnelle dans la prise en charge des hémoptysies. Il y aura présentation de 1 ou de 2 cas cliniques de l'hôpital. Et après une pause café, Madame Hajar Ayed va parler d'embolie pulmonaire et grossesse, ou Madame Hadi Al-Aghraï, chef de service MENER, elle va nous parler de conduite à tenir devant une HTAP. Elle est tout seul, Inch'Allah. Je vais aller le
commencer en introduction. Donc, vous savez très bien, l'hémoptysie, c'est l'émission du sang lors d'un effort de pouls provenant des voies aériennes sous-glottiques. C'est un symptôme fréquent en pathologie thoracique. Elle représente 7 à 10% des motifs de consultation en pneumologie, 10 à 15% des admissions en pneumologie et 30 à 35% des admissions en chirurgie thoracique. Donc il faudra dès le départ faire la part entre l'hémoptysie symptômes qui justifie une enquête étiologique, une enquête diagnostique étiologique rapide, car sa prise en charge thérapeutique repose avant tout sur celle de la cause, de l'hémoptysie maladie qui est de l'hémoptysie grave, qui est heureusement rare puisqu'elle représente 5% de l'ensemble des hémoptysies. Donc l'hémoptysie maladie nécessite une démarche diagnostique et thérapeutique hiérarchisée parce que la mortalité en l'absence de traitement adéquat dépasse les 50%. Le clinicien confronté à une hémoptysie doit se poser à une hémoptysie dont l'évolution est imprévisible, doit se poser 5 questions. S'agit-il vraiment d'une hémoptysie? Quel est le degré de sa gravité? D'où provient-elle? De quel côté? Quelle est son étiologie? Et comment la traiter? Et donc on va commencer par la première question. Est-ce qu'il s'agit très bien d'une hémoptysie? Donc les circonstances amenant à faire le diagnostic de l'hémoptysie peuvent être simples. Si on assiste à l'épisode devant nous, donc un sang rouge vif aéré, surtout qui provient lors d'un effort de toux, parfois la situation est plus trompeuse quand il s'agit de la défaillance d'un organe. C'est-à-dire, en premier plan, on peut avoir une insuffisance respiratoire aiguë asphyxiante, on peut avoir un arrêt cardiaque, plus rarement un état de choc hémoptysie. Dans ce cas, on porte le diagnostic si on a dans les prodromes la notion d'hémoptysie, si on assiste à l'épisode, ou quand on a, au moment de l'intubation, les aspirations deviennent rouges, vives, aérées, et elles sont abondantes, inondant parfois le circuit d'intubation. Cependant aussi, le clinicien peut se poser la question, s'agit-il d'un sang qui prévient de l'étage susglottique, notamment ORL. Donc le diagnostic sera facile si le patient présente des antécédents ORL connus, tels qu'un cancer, tels que des varices de la base de la langue, si le sang provient sans effort de toux, si le sang aussi suite à une épistaxis ou un raclement de la gorge, ou si on a un doute, donc il faudra faire un examen ORL minutieux rapide avec une exploration des vaisseaux du cou, à la limite un scanner angio-thoracique. Aussi, l'origine ORL est suspectée quand on a un sang qui autour la sonde d'intubation lors du moment du gonflement de bâtonnet. Devant un état de choc hémorragique sans retentissement respiratoire, sans asphyxie, donc le diagnostic le plus probable, donc il est digestif. Donc après avoir établi le diagnostic d'hémoptysie, la question qui se pose après, s'agit-il d'une hémoptysie d'origine bronchique ou alvéolaire? Donc l'hémoptysie d'origine alvéolaire secondaire à une lésion de la membrane alvéolaire est souvent associée à une triade. On trouve la notion d'hémoptysie, d'anémie, d'infiltrat radiologique dans un tiers des cas, avec des manifestations extra-respiratoires telles que ORL cutané et ORL cutané, voire une atteinte rénale. Donc la prise en charge de l'hémorragie intra-alvéolaire est spécifique, la prise en charge thérapeutique est spécifique. Nous n'allons pas aborder dans cette présentation l'hémorragie intra-alvéolaire, on va plutôt prendre en charge l'hémoptysie grave d'origine bronchique. Donc la deuxième question, c'est le degré de gravité de l'hémoptysie. Donc la définition de la gravité initiale de l'hémoptysie n'est pas consensuelle. La première difficulté réside du fait que la terminologie utilisée pour définir une hémoptysie grave sont variables. Donc il y a des auteurs qui parlent d'hémoptysie grave, d'autres qui parlent d'hémoptysie sévère, d'autres qui parlent d'hémoptysie majeure, d'autres qui parlent de massive hémoptysie, de life-threatening hémoptysie, c'est-à-dire une hémoptysie mettant en jeu le pronostic vital, ou d'exsanguinating hémoptysie. Donc il n'y a pas un consensus sur la terminologie. La deuxième difficulté pour définir la gravité tient au fait qu'il faudra tenir compte d'éléments liés au patient, tels que les comorbidités du patient, la présence de diathèse hémoptygique et d'éléments liés aussi à la gravité
gravité de l'épisode hémorragique lui-même à ses conséquences, c'est-à-dire l'abondance du saignement et son retentissement, son mécanisme et sa cause. En tout cas, l'abondance de l'hémoptysie et le retentissement respiratoire ou hémodynamique faisaient partie des critères classiques pour définir une hémoptysie grave. Pour quantifier le volume de sang expectoré en pratique clinique, ça s'avère difficile et peut être mis en erreur. Pour définir le volume, il faudra essayer en pratique clinique courante une échelle simple, reproductible, qu'on peut présenter au patient ou à son entourage. Par exemple, une cuillère qui fera moins de 5 cc, un pot de yaourt à peu près qui fera 120 cc, ou un haricot qui fera aux alentours de 300 à 400 cc. Donc, pour estimer un peu le volume du sang expectoré. Donc, il faut savoir que normalement, le volume de conduction des voies aériennes est aux alentours de 250 ml. Et qu'il y a souvent une corrélation entre le débit de sang expectoré à la mortalité. En tout cas, pour des volumes expectorés plus que 400 ml, le risque d'asphyxie est certain. Les seuils pour définir une hémoptysie grave sont variables d'un auteur à un autre. Il y a des gens qui parlent de 100 ml à 1000 ml par 24 heures. Donc, on parle d'hémoptysie majeure selon des auteurs pour des volumes supérieurs à 200 ml par 24 heures. D'autres parlent d'hémoptysie sévère pour des volumes entre 150 à 400 ml par 24 heures. D'autres auteurs parlent d'hémoptysie mettant en jeu le pronostic vital pour des volumes supérieurs à 200 ml par 24 heures chez un sujet ayant des capacités, des réserves pulmonaires normales ou subnormales, voire moins, c'est-à-dire une hémoptysie peut menacer le pronostic vital si le volume expectoré est supérieur à 50 ml survenant chez un sujet ayant une insuffisance respiratoire chronique, ou si le sujet fait de plus que 2 épisodes d'hémoptysie modérée de 30 cc en 24 heures sous un traitement par vasopressin. En tout cas, selon les études et d'après la majorité des auteurs, toute hémoptysie supérieure à 200 ml est considérée comme grave, voire moins, si elle survient chez un sujet ayant des capacités de pouls limitées et ayant une maladie respiratoire chronique. Le deuxième critère de gravité, c'est le retentissement. Il faudra savoir que le retentissement respiratoire, essentiellement l'obstruction des voies aériennes par inhalation et la ventilation mécanique, constitue un critère de gravité majeur. Le retentissement hémodynamique est rare et tardif et constitue aussi un critère de gravité majeur, mais il ne faut pas s'attendre on le sait très bien, le retentissement hémodynamique est souvent rare et tardif, donc même avec une hémoglobine normale et une hémodynamique stable, ce n'est que faussement rassurant. L'essentiel, c'est qu'il faudra faire attention à l'inhalation et à la ventilation mécanique. Donc ces critères classiques qui sont là, le volume expectoré et le retentissement, sont des critères de gravité inconnus, mais ils sont insuffisants, ils ont des limites. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de consensus, comme je l'ai dit, sur la valeur seuil, pour dire d'hémoptysie grave, et qu'on a souvent des difficultés à recueillir ce paramètre. Le deuxième critère, qui est le retentissement respiratoire, n'est pas suffisant parce que tous les patients n'ont pas un retentissement respiratoire. Seulement 15 à 20% sont admis en réanimation et nécessitent une ventilation mécanique. Pour définir la gravité de l'hémoptysie, et pour aboutir à une prise en charge thérapeutique adéquate, il faut, en plus du volume et du débit de sang expectoré, chercher le retentissement respiratoire et hémodynamique, évaluer les comorbidités et chercher les comorbidités respiratoires et cardiovasculaires, la prise de traitement anticoagulant entre les agrégants. Donc, certaines étiologies font que l'hémoptysie devient grave, surtout un cancer bronchique, un aspergillome, une pneumonie à staphylocoque doré sécréteur de leucocidine de Pontine-Valentine, qui est une toxine bêta-porogène responsable de pneumonie nécrosante souvent mortelle, et si le mécanisme de l'hémoptysie provient de la circulation artérielle pulmonaire. Donc, tous ces critères constituent des éléments pour définir une hémoptysie grave. Des réanimateurs de l'équipe de tenants
ont essayé pour donner une probabilité de la mortalité intra-hospitalière par hémoptysie grave. Ils ont essayé de chercher les facteurs de pronostic précoce. Ils ont essayé de construire un score, et donc ce score, à travers ce score, on pourra décider d'une prise en charge thérapeutique ciblée. Donc, les facteurs, les facteurs et les éléments pour construire ce score reposent sur des éléments simples qu'on peut recueillir à la prise en charge initiale, c'est-à-dire le terrain, si le patient présente un éthylisme chronique, l'étiologie s'il s'agit d'un cancer d'une aspergillose, si le mécanisme est artériel pulmonaire, et le retentissement, la présence ou pas de cadran radiologique, le nombre de cadrans radiologiques atteints et la nécessité ou pas de ventilation initiale. Donc on fait la somme de ces scores, de ces points, puis si le patient a un score de 0 à 1, donc il a un faible risque de mortalité aux alentours, la mortalité aux alentours de 1%. Si le patient a un score égal à 2, donc le risque de mortalité est intermédiaire de l'ordre de 12%. Et si le score est supérieur à 2, donc il y a un risque de mortalité élevé dépassant les 25%. Ça a été fait sur une étude rétrospective sur 14 ans. C'était une étude rétrospective allant de 1995 à 2005 où on a inclus à peu près 1087 patients. Donc parmi eux, il y avait 1018 qui ont fait un seul épisode d'hémoptysie, 55 patients ont fait 2 épisodes et 11 patients ont fait à peu près plus que 2 épisodes. Donc durant les 24 premières heures, on a constaté que 11% des patients ont fait une insuffisance respiratoire aiguë, une ventilation mécanique. Donc ce score pourra aider pour guider la prise en charge thérapeutique d'une hémoptysie grave. Sans tenir compte de la quantité. C'est un score de pronostic sur... Sans tenir compte de la quantité d'hémoptysie. Bon. Donc la troisième question et la quatrième qu'on va essayer de répondre, d'où provient ce saignement et quelle est son étiologie? Donc, la localisation du saignement et la latéralisation, c'est-à-dire le fait de connaître le côté qui saigne, sont très importants à déterminer car ça va guider la prise en charge thérapeutique ultérieure. En effet, pour faire un geste d'embolisation, il faut bien préciser d'où provient le saignement et donc pour ne pas tomber dans une complication. Aussi, si on prévoit un geste chirurgical, il faut bien localiser le saignement. Donc il est très important de localiser le saignement, que ce soit par l'examen clinique, si on peut, en cherchant de quel côté le patient n'est pas bien, ou par l'auscultation, et par la radiographie thoracique, qui oriente vers la localisation du saignement dans 50% du cas. Donc la radiographie thoracique a une place très capitale dans la localisation du saignement. Elle peut orienter vers l'étiologie dans 35% des cas, en montrant par exemple une opacité suspecte de néoplasie, en montrant une caverne de tuberculose. Donc elle a un rôle très important pour localiser le saignement. La fibroscopie bronchique a aussi une place très importante en localisant le saignement dans à peu près 90%, en montrant un saignement actif, un caillot dans une zone non déclive. Elle permet un diagnostic étiologique dans 8% des cas et elle permet de réaliser un geste local d'hémostase. Certains auteurs préfèrent, en cas d'hémoptysie massive, la bronchoscopie rigide à l'endoscopie souple, tout simplement parce qu'avec le bronchoscope rigide, on permet une meilleure ventilation, une meilleure libération des voies aériennes, on peut faire un traitement local et on peut faire une ventilation sélective. Mais ça nécessite une expérimentation de l'équipe. Le scanner a une place égale par rapport à la fibroscopie bronchique pour localiser le saignement. Comme le montrent ces études, il n'y a pas de différence significative entre la fibroscopie bronchique et le scanner pour localiser le saignement. Ils sont complémentaires et se potentialisent. Par contre, pour le diagnostic étiologique, la place du scanner est plus importante, elle est supérieure, puisqu'il permet un diagnostic étiologique dans 77% par rapport à 8% par la fibroscopie bronchique. Donc, de plus en plus, on fait l'angiographie thoracique, l'angio-TDM thoracique. Donc, elle permet la localisation et donne une idée sur l'étiologie du saignement. Elle précise si le mécanisme de l'hémoptysie est bronchique ou pulmonaire. Elle donne une cartographie vasculaire précise en identifiant les artères bronchiques responsables du saignement.
et les artères non bronchiques impliquées. Elle identifie les anomalies artérielles pulmonaires et recherche une contre-indication à l'embolisation telle que la présence d'une artère spinale antérieure. Je ne vais pas trop m'attarder. Donc un petit rappel sur la vascularisation pulmonaire. La vascularisation intrathoracique est assurée par deux systèmes. Un système nourricier qui est fait par les artères bronchiques et l'autre pulmonaire assuré par les vaisseaux pulmonaires. Donc, les artères bronchiques sont des artères qui sont contractiles, qui ont une paroi musculaire lisse qui est épaisse. Donc elles sont très réactives à toute stimulation, que ce soit physique par le froid, que ce soit une stimulation pharmacologique. Les artères bronchiques, normalement, elles naissent au niveau de la face antérolatérale de l'aorte descendante en regard de T5, T6. Donc cependant, elles peuvent avoir une naissance atypique, soit au-dessus, soit au niveau de la crosse de l'aorte, soit une origine ectopique. Et il y a souvent des anastomoses fréquentes entre les artères bronchiques et non bronchiques, et les artères bronchiques et le système pulmonaire. Quand il y a une pathologie, et donc ces artères bronchiques sont responsables souvent dans plus de 90% de l'ensemble des hémoptysies, et donc c'est souvent par une hypervascularisation systémique. Donc on va avoir une hypertrophie de ces artères bronchiques qui vont avoir l'air d'être sinueuses, soit une néovascularisation, soit une néo-angiogénèse dans le cadre de pathologies cancéreuses. Les artères non bronchiques jouent ont un rôle dans la survenue d'hémoptysie dans 5% des cas. Heureusement que la vascularisation artérielle pulmonaire est responsable de moins de 5% des hémoptysies massives parce qu'elles sont souvent responsables d'hémoptysie cataplasmique. Quand l'atteinte touche l'artère pulmonaire par anévrisme, pseudo-anévrisme, par traumatisme ou maladie du système, donc il y a une mauvaise réponse au stimulus, au traitement pharmacologique et aux épreuves d'embolisation. Et souvent ces hémoptysies, comme je l'ai dit, elles sont cataclysmiques. Les étiologies responsables d'hémoptysie grave sont essentiellement dominées par la dilatation des branches, par le cancer bronchique, par les lésions d'aspergillose, et dans presque 11 à 15% des cas, on ne trouve pas une origine à ces hémoptysies graves. Dans une étude locale, on a trouvé à peu près les mêmes résultats. La tuberculose, le cancer et les dilatations des branches sont au premier plan d'hémoptysie et les principales étiologies d'hémoptysie grave. Donc, les lésions cancéreuses, les lésions de dilatation de branches sont responsables d'un débit très important de volume de sang expectoré. En total, le mécanisme de l'hémoptysie grave, c'est essentiellement une hypervascularisation systémique régionale provenant des artères bronchiques dans plus que de 90% des cas. Dans 5 à 10% des cas, c'est un mécanisme artériel pulmonaire et c'est souvent des hémoptysies cataclysmiques, souvent mortelles. Parfois, ça peut être une hyperpression veineuse pulmonaire, telle que par des pathologies congénitales ou acquises, telles que le rétrécissement mitral, la fibrose, le traitement par radiofréquence ou des troubles du rythme. Un syndrome qui est rare, responsable d'hémoptysie cryptogénique de grande abondance, c'est le syndrome de Dieulafoy bronchique. Il s'agit d'une naissance ectopique d'une artère bronchique qui se trouve très superficielle en position en regard de la submuqueuse bronchique. Donc la rupture de cette artère, la rupture artérielle dans la lumière bronchique est responsable d'hémoptysie cryptogénique, souvent de grande abondance. Donc maintenant on arrive au chapitre le plus important, donc comment il faut traiter et prendre en charge ces hémoptysies graves. Donc la prise en charge thérapeutique est multidisciplinaire. Donc elle fait appel aux réanimateurs, aux pneumologues, à la radiologie interventionnelle et aux chirurgiens thoraciques. Donc la connaissance du volume de l'hémoptysie, du mécanisme et du retentissement vont guider la prise en charge thérapeutique. Les objectifs thérapeutiques sont essentiellement symptomatiques, contrôler le saignement, éviter l'asphyxie par inondation alvéolaire ou obstruction bronchique et étiologie, traiter la cause de l'hémoptysie. Donc, après une stabilisation du patient, le traitement repose sur des mesures générales, sur un traitement local. En cas d'échec, on peut proposer un traitement ou d'emblée un traitement endovasculaire
Et en cas de persistance au déchet du saignement, on proposera le traitement chirurgical qui est le seul traitement curateur de l'hémoptysie grave. Les mesures générales, on les connaît tous, c'est des mesures médicales. Il faudra hospitaliser le patient en unité de soins intensifs et en réanimation. Il faudra contrôler les constantes vitales, la saturation, la tension, le pouls, la fréquence respiratoire. Il faudra assurer la libération des voies aériennes, oxygéner et contrôler l'hémoptysie qu'on va voir par ailleurs en détail. Donner un traitement en cas d'échec des manœuvres précédentes d'un traitement vasoconstricteur intraveineux. On peut proposer une sédation. Il faudra aussi proposer l'antibioprophylaxie en cas de pathologie infectieuse, bactérienne ou mycosique, corriger les troubles de la crasse sanguine et assurer un support transfusionnel. D'emblée, il faudra assurer la liberté des voies aériennes. Il faudra ventiler soit de façon spontanée en oxygène, mettre le patient en position latérale sur le côté de l'hémoptysie pour dégager le poumon contralatéral, intuber et ventiler, assurer l'intubation et la ventilation mécanique. Donc la ventilation mécanique peut se faire par une sonde d'intubation classique qu'on connaît de 8 mm, soit une sonde à double lumière de type Carlins. Mais cette intubation nécessite une expertise et une connaissance parce qu'il y a le risque de déplacement de la sonde et si on positionne très mal la sonde, il y a le risque de l'obstruction des voies aériennes et le risque d'inondation alvéolaire, d'où la mortalité du patient qui peut se voir avec ce genre d'intubation dans plus que 50% des cas. En plus de ça, il faudra administrer par la fibroscopie bronchique un traitement topique, que ce soit chimique ou mécanique, assurer la toilette bronchique et on proposera un traitement vasoconstricteur par voie générale en cas d'échec du traitement topique. Donc, le traitement topique par voie endoscopique a été déjà commencé en 1974 par cette équipe où on a fait un tamponnement par ballonnement. Donc, les traitements topiques proposés, c'est des solutions salées glacées, c'est des solutions vasoconstrictrices en intrabronchique ou le tamponnement. Donc, on voit sur les différentes séries que le contrôle immédiat de l'hémoptysie a été obtenu chez la plupart des patients, presque dans 100% selon une série, et le risque de récidive était faible à court terme. Donc, les traitements chimiques qu'on peut proposer, c'est du sérum sérum physiologique glacé à 4 degrés Celsius. Donc, on instille par des seringues de 20 à 50 ml, on peut arriver jusqu'à 350 à 750 ml en intrabronchique. On peut administrer des solutions contenant des vasoconstricteurs, mais il faudra savoir que l'administration de l'exocaline adrénalinée ou du sérum avec de l'adrénaline, souvent il y a un échec parce que la solution va être diluée, elle va être perdue avec le saignement. En plus, si on va administrer de fortes doses de vasoconstricteurs, il y a le risque quand même de passage systémique, d'où le risque de pic hypertensif et de troubles du rythme. Donc, les solutions qui donnent moins d'effets secondaires en intrabronchique, d'effets secondaires systémiques, il y a l'ornitrécine et il y a la gliprécine. Donc, ils peuvent être efficaces, mais ces produits n'existent pas en Tunisie. Un produit d'utilisation récente en intrabronchique, c'est un antifibrinolytique de synthèse qui est l'acide tranxénamique, l'hexacide. Il n'existe pas en Tunisie, ça existe en France, qui peut donner. Il existe déjà. Qui peut donner des. En IV, je ne sais pas si. En IV, c'est le même produit, mais qui peut être utilisé en intrabronchique. Donc à la dose de 250 à 500 mg en intrabronchique. D'autres traitements topiques mécaniques ont été proposés, comme je l'ai dit, depuis 1974. C'est l'occlusion de la branche souche de Roide ou d'une branche segmentaire par la sonde de Fogarty. C'est aussi une occlusion bronchique segmentaire ou sous-segmentaire par un cathétérisme artériel pulmonaire qu'on passe à côté du fibroscope. Il y a aussi l'occlusion bronchique par un cathéter double canal à ballonnet à travers la lumière du fibroscope. Et donc, en même temps, on donne un traitement vasoconstricteur local.
en cas d'échec du traitement local, du traitement vasoconstricteur, de l'isolement et des solutions salines forward, il y a le tamponnement hémostatique. En 2005, ce traitement a été fait chez 57 patients en cas d'hémoptysie massive et après échec des autres manœuvres. En fait, il s'agit d'une sorte de compresse stérile qui contient du cellulose régénérée. Donc, les caractéristiques de cette mèche, c'est qu'elle a un pouvoir hémostatique, c'est qu'elle a des capacités d'absorption et qu'elle est compatible avec les tissus pulmonaires. Donc, en instillant cette mèche en intrabronchie, on a réalisé, quand elle va absorber le sang, elle va constituer comme une sorte de masse gélatineuse brunâtre ou noirâtre. Donc cette masse, quand elle va augmenter par le volume du sang, elle va jouer un rôle dans le pouvoir hémostatique et donc elle va jouer un rôle dans l'arrêt du saignement. Donc les jours suivants, les auteurs ont réalisé des fibroscopies quotidiennes pour contrôler, pour évacuer le reste de résidus, pour enlever le reste de mucus et les cailloux du sang. Donc le tissu il sera résorbable et donc il y aura, sur tous les patients il n'y a pas eu de complications sévères, de décès ou de complications liées à la manœuvre. Il n'y avait pas aussi de granulome ou de réaction comme corps d'étranger. Parmi Excusez-moi, c'est par bronchoscopie. Même bronchoscopie simple. Par fibro. Par fibroscopie simple. peut-être le canal il est plus grand. بعد خرجنا من الطبعة. أنا تلافي معناتها تشدها بالبانس. تشدها بالبانس. شوي. دخلها في الأونترابونش. Donc, avec ce tamponnement hémostatique, on a permis l'arrêt de saignement dans les 48 premières heures dans 98% des cas. Le risque de la première semaine était aux alentours de récidive était aux alentours de 10%. Et il y avait, comme chez 5 patients, une pneumopathie post-tamponnement hémostatique. Donc, les pneumopathies qu'ils ont vues, c'était des pneumopathies en cas de tamponnement d'une branche lobaire plutôt qu'une branche segmentaire ou sous-segmentaire. Donc, c'est les 5 patients qui ont eu un tamponnement lobaire qui ont fait des pneumopathies post-tamponnement. D'autres traitements topiques mécaniques sont proposés, c'est la mise en place de stents endobronchiques, surtout si la pathologie est tumorale, avec une photocoagulation au laser. Et en cas d'échec de ces méthodes du traitement topique local, on peut proposer un traitement vasoconstricteur systémique. On sait très bien que ce traitement vasoconstricteur a son efficacité et est bien connu dans le traitement d'hémorragie digestive par rupture des varices œsophagiennes. Donc aucune étude contrôlée n'a été faite sur l'hémoptysie. Donc ces vasoconstricteurs systémiques vont entraîner une vasoconstriction sur le territoire splanchnique, sur le territoire coronarien et cérébral, d'où leur contre-indication en cas de coronaropathie. Ce sont des analogues de la somatostatine et de la vasopressine. Donc la glypressine a un pouvoir spasmogène sur le muscle lisse bronchique et sur la vasoconstriction systémique bronchique, mais n'existe pas en Tunisie. On dispose de la sandostatine qu'on utilise souvent en pratique quotidienne sur 5 jours avec des effets qui sont immédiats et qui ne sont pas mauvais. Donc l'effet du traitement vasoconstricteur, c'est la sandostatine. Donc dans le quotidien, dans la pratique quotidienne, on fait 5 ampoules dans 50 cc. C'est à peu près le débit de 250 microgrammes par heure, de cc par heure sur 5 jours et ça marche très bien. Mais il faudra faire attention parce que ces traitements peuvent compromettre le succès d'une embolisation. En tout cas, aucun de ces vasoconstricteurs n'a l'AMM dans l'hémoptysie. D'autres traitements médicamenteux ont été proposés. C'est comme je l'ai dit, tranxénamique, qui est un antifibrinolotique. Dans une méta-analyse sur 46 études, on a montré que ce produit entraîne une réduction du volume et de la durée de l'hémoptysie sans majoration de risque thrombotique à court terme. Par contre, si on l'utilise à long terme, ça expose au
complications thromboemboliques. Il y a aussi le facteur 5 recombiné qui a été utilisé, mais sur des hémoptysies graves et massives, et donc c'est sur des cas d'éclésropop, le facteur 5 recombiné a permis de contrôler des hémoptysies graves asphyxiantes. C'était un cas d'aspergillose, un cas de pneumonie nécrosante sévère, un cas de post-opératoire, un cas aussi de fibrose et un cas de leucémie aiguë avec d'excellents résultats à court terme. Je vais passer rapidement, je ne vais pas en parler de la radiologie vasculaire interventionnelle sur l'embolisation et la vaso-occlusion pulmonaire parce qu'il y aura toute une présentation là-dessus. Donc il y a beaucoup de succès avec l'embolisation endovasculaire. Donc la seule complication, c'est le risque de myélite transverse thoracique en cas d'embolisation accidentelle de l'artère médulaire antérieure. Je vais passer rapidement parce que, comme je l'ai dit, il y aura tout un topo. La chirurgie thoracique est indiquée en cas d'échec de la radiologie interventionnelle, en cas de persistance du saignement après embolisation, en cas de récidive hémorragique précoce. Donc, les lésions à risque de récidive ou de mécanisme qui indiquent une chirurgie d'emblée, c'est le cancer bronchique, l'aspergillose et si le mécanisme est artériel pulmonaire connu. Donc, si la chirurgie pulmonaire de contrôle de l'hémoptysie se fait en urgence, elle est à haut risque de mortalité. Donc, la mortalité périopératoire arrive presque aux 40%. Donc, en situation d'urgence, on va faire un stage de sauvetage. Donc, ça peut compromettre une pneumonictomie. Ça peut aussi exposer à la ventilation post-opératoire plongée et au risque de fistulisation. Les indications de la chirurgie en urgence, c'est le choc hémorragique non contrôlable par les autres techniques par l'hémoptysie, la difficulté de contrôler l'hématose ou le saignement, si le saignement persiste, et le saignement artériel pulmonaire. Si elle est faite au repos et en différé après un contrôle du saignement, c'est le seul traitement curatif de l'hémoptysie. Donc elle permet de guider le geste de résection chirurgicale. Donc elle est la plus économique possible. Les morbidités post-opératoires sont faibles. Il y a le risque d'atelectasie, de bullage prolongé, de récidive hémorragique et de fistules bronchopulmonaires. Donc on voit très bien que si la chirurgie de l'hémoptysie se fait en urgence, le risque de mortalité est élevé. Par contre, si elle se fait en période contrôlée, après un contrôle local, la mortalité est largement très inférieure. Je me reste deux plaques. Donc, en cas d'hémoptysie, ce que je propose, en cas d'hémoptysie grave, l'algorithme de prise en charge qu'on peut proposer, en présence d'insuffisance respiratoire aiguë, donc il faudra faire un enjeu scalaire multidétecteur d'emblée et rapidement une embolisation artérielle qui permettra, avec un traitement étiologique si possible, il faudra proposer la chirurgie thoracique en cas d'échec, si le mécanisme est artériel pulmonaire, en cas de lésion à haut risque de récidive. En l'absence d'insuffisance respiratoire aiguë, il faudra évaluer l'abondance de saignement, complété par un angioscanner multidétecteur. S'il s'agit d'une hémoptysie de grande abondance, un geste de radiologie interventionnelle avec le traitement étiologique. Si l'hémoptysie est d'abondance intermédiaire, il faudra voir les comorbidités et comprendre un peu la cause et le mécanisme de l'hémoptysie. En présence de comorbidités qu'on a décrites tout à l'heure, d'une cause connue, de cancer, d'aspergillose ou de pneumonie nécrosante, il faut aller à la radiologie interventionnelle. Si l'hémoptysie est de petite abondance et qu'il n'y a pas de comorbidité importante, on peut se contenter des mesures médicales avec le traitement étiologique. À la fin, ce que je peux dire, que l'hémoptysie grave, c'est une urgence mettant en jeu le pronostic vital, car en l'absence d'un traitement rapide et adéquat, la mortalité dépasse les 50%. La gravité de l'hémoptysie dépend de l'abondance. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de seuil sur le consensus, mais il faudra retenir qu'un volume supérieur à 200 ml, c'est un sujet ayant des fonctions respiratoires normales et graves, ou si, ça peut être moins chez un sujet ayant des fonctions respiratoires limites. Il faudra voir le retentissement respiratoire, les comorbidités, le mécanisme. Donc on a toujours le mécanisme qui fait le plus peur, c'est le mécanisme artériel pulmonaire, la cause,
le cancer, l'aspergillose et les pneumonies nécrosantes sont les plus pourvues de mortalité. La prise en charge est pluridisciplinaire. Il faut la collaboration entre les différents intervenants. Il y a le rôle de l'angioscanner thoracique. Il y a un rôle important de l'artério-embolisation bronchique qu'on va en parler maintenant. Et la chirurgie reste le traitement curatif. Je vous remercie pour votre attention. Merci. On discute chaque conférence. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Vous avez fait une corrélation entre le scanner et la fibroscopie bronchique. Et dans l'algorithme, je ne vois pas la fibroscopie bronchique. C'est comme si l'hémoptysie, on la donne au radiologue et au réanimateur. La fibroscopie bronchique, elle n'existe pas dans l'algorithme. Et il ne faut pas parler de corrélation entre scanner et fibro. Il y a des grands DDB qui ne saignent pas, des petits DDB qui saignent. Et même lorsqu'on va le confier au chirurgien, au radiologue, il va avoir une pervascularisation systémique, il faut être sûr que ça saigne par là. Donc la fibrose, c'est... Donc même lorsqu'il y a une hypervascularisation systémique vue par le radiologue, il faut que le pneumologue lui dise que ça saigne de ce côté-là. D'accord. Donc la fibroscopie, je pense, n'a pas trouvé sa place dans votre propos. Parfois, dans des situations menaçantes, où il y a la mise en jeu du pronostic vital, quand l'hémoptysie est très abondante, que le patient est en état de choc, parfois on ne peut pas faire la fibroscopie bronchique. Donc, dans ces cas-là, on va aller directement au scanner. Et donc, comme vous l'avez vu, dans la localisation, ça a été démontré par des études. Donc, ce n'est pas une étude, c'est plusieurs études. J'ai mis au moins 3, 4. Il n'y a pas de différence significative dans la précision de la localisation entre le scanner et la fibroscopie bronchique. C'est face à les recommandations actuelles, surtout pour la réalisation de l'angioscanner avant même la fibroscopie. Étant donné que c'est un examen qui est mieux toléré, c'est un examen moins invasif, avec les données que nous avons. Par conséquent, les angioscanners avant la fibroscopie. Il a montré dans le bilan d'une hémoptysie, qui se présente pour les hémoptysies, avant de faire la fibro, on fait le scanner pour l'intégrité, ça c'est sûr. Mais les hémoptysies graves, si on a une arrière-pensée d'une embolisation, il faut que le pneumologue lui dise ça saigne de ce côté-là et pas de ce côté-là. Actuellement, avec les données, les données de l'imagerie, avec l'intérim, les angioscanners, surtout les nouvelles technologies, c'est plutôt l'angioscanner qui va guider même de façon plus précise l'origine du cerveau. Moi, si c'est un problème vasculaire, donc la fibro, elle va bien apporter. Les recommandations actuelles, j'ai vu un peu déjà dernièrement un travail qui a été fait qui a montré l'intérêt de l'angioscanner en pré-fibroscopie chez les malades. En respectant les contre-indications, bien sûr. Ce qu'on fait dans la pratique courante, on donne par exemple de la syntocinon, de la syntocine en même temps. On donne en intralocal et on donne de la pression systémique. Le traitement reconstructeur systémique, comme je l'ai dit, on le laisse en dernier recours en cas d'échec des maladies opérationnelles. Mais on peut associer, s'il n'y a pas de contre-indication, oui, on peut associer. Pour le contrôlement, ça existe Le sérum qui est physio-classé, je ne sais pas pourquoi, mais on avait l'habitude d'utiliser du sérum de carbonate glacé. Il y a plein de